Et si tout ce que l'on croyait savoir sur les légendes de trésors cachés n'était qu'une infime partie d'une vérité beaucoup plus vaste, enfouie au cœur de la mémoire africaine? Imaginez. Et si le plus grand trésor de l'histoire humaine, plus ancien qu'Eldorado, plus colossal que les réserves de la Banque d'Angleterre, existait réellement, protégé non par des coffres forts, mais par la tradition orale? C'est cette question fascinante qui nous plonge dans l'Afrique de l'Ouest, là où, depuis près de 7 siècles, court la rumeur d'un secret si grandiose qu'il pourrait bouleverser le destin de tout un continent. En l'an 1324, un événement sans précédent secoue le monde musulman et au-delà. Mansa Moussa, souverain du Mali, entreprend le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage n'a rien d'ordinaire. Sur les routes poussiéreuses du Sahara, il distribue, selon les chroniqueurs arabes, près de 200 tonnes d'or pur. Pour comprendre l'ampleur du geste, rappelons qu'à la même époque, la production annuelle d'or en Europe ne dépassait guère quelques tonnes. À Alexandrie, au Caire, à Damas, à Bagdad, la générosité de Mansa Moussa provoque une onde de choc dans l'économie. Les prix flambent, les marchés s'effondrent, les prêteurs s'inquiètent. À titre de comparaison, c'est comme si, aujourd'hui, une nation inconnue débarquait à Wall Street et inondait les marchés de lingots, bouleversant l'ordre financier mondial. Les conséquences seraient incalculables. Pourtant, ce raz-de-marée doré n'était qu'un avant-goût, car la légende, transmise de génération en génération à travers les villages du Sahel, murmure que le véritable trésor, celui qui ferait pâlir de jalousie les pharaons d'Égypte et les empereurs incas, n'a jamais quitté l'Afrique. Il serait encore là, enfoui sous la poussière du temps, protégé par le plus puissant des remparts, l'oubli organisé, la mémoire partagée et codée. Ce secret, loin d'avoir disparu, continue de vivre à travers 14 chants ancestraux. Ces chants sont bien plus que des mélodies, ce sont des énigmes, des puzzles poétiques dont chaque strophe renferme une partie du code. Les griots, ces poètes et musiciens de l'Afrique de l'Ouest, sont les gardiens de ce patrimoine. On les imagine souvent comme de simples conteurs de fêtes, mais leur rôle est bien plus profond. À l'instar des bardes celtes, des skalds vikings ou des druides gaulois, ils mémorisent et transmettent l'histoire, les lois, les secrets de leur peuple. Un savoir inestimable, transmis oralement, à travers des générations entières, sans jamais perdre son essence. Prenons un exemple concret. Au Mali, la famille des Kouyaté, griots de père en fils depuis des siècles, détient le souvenir du chant du Mandé, un poème initiatique dans lequel chaque vers dissimule des éléments de géométrie sacrée, des chiffres, des noms de lieux, des références à des constellations. Pour qui sait écouter, ce chant est à la fois une carte et un coffre-fort, dont la clé ne se transmet qu'à ceux jugés dignes. Des économistes contemporains ont tenté d'estimer la valeur d'un tel trésor. Si, comme le racontent les traditions, ne serait-ce qu'une fraction de cet or devait refaire surface aujourd'hui, sa valeur dépasserait 6 000 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que le PIB combiné de la plupart des pays africains et suffisant pour effacer toutes les dettes du continent. Imaginez, du jour au lendemain, l'Afrique pourrait non seulement retrouver sa souveraineté financière, mais aussi peser d'un poids inédit dans les négociations internationales. Elle pourrait investir massivement dans l'éducation, la santé, les infrastructures, et même devenir le moteur de la transition écologique mondiale. L'histoire regorge de parallèles fascinants. Pensez à la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle. Des milliers de chercheurs, venus du monde entier, bouleversent l'économie et la société américaine en quelques années. Ou encore les grandes découvertes de trésors aztèques et incas par les conquistadors espagnols qui, en quelques décennies, transfèrent des quantités astronomiques de métaux précieux en Europe, modifiant durablement le rapport de force entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Mais tandis que ces trésors ont souvent fini entre les mains de conquérants étrangers, celui de Mansa Moussa reste, jusqu'à aujourd'hui, une promesse, celle d'un réveil collectif, d'une revanche sur l'histoire. Pourtant, chaque trésor s'accompagne d'un danger. L'or attire la convoitise, engendre la rivalité, déchaîne les passions. Dans l'histoire, combien de royaumes ont été détruits? Combien de peuples divisés par la quête du pouvoir matériel? Les exemples ne manquent pas. Du partage de l'Afrique à Berlin en 1884 aux guerres du pétrole au XXe siècle.
Le trésor de Mansa Musa, s'il venait à être révélé sans unité ni sagesse, pourrait provoquer une nouvelle vague de division, ou pire, être une fois de plus accaparé par des intérêts extérieurs. Au cœur de cette intrigue, un personnage émerge, Ibrahim Traoré, jeune leader visionnaire. Lors d'une cérémonie de mariage, dans la lumière dorée d'un crépuscule sahélien, il perçoit ce que d'autres ignorent. Là où les invités entendent une simple mélodie, lui décèle un message codé. Formé à la fois à la rigueur militaire et à la subtilité des traditions, il comprend que l'avenir de l'Afrique pourrait dépendre de la capacité à rassembler les fragments dispersés du code, à reconstituer le puzzle millénaire et à l'utiliser pour le bien commun. La question se pose alors: comment ce secret a-t-il traversé 7 siècles de bouleversements? Comment a-t-il survécu aux invasions, aux colonisations, aux tentatives d'effacement culturel? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines du mythe et à la figure même de Mansa Musa. Mansa Musa n'est pas né dans l'opulence, mais dans la succession des grandes familles du Mandé. Son règne débute dans la tourmente, après la disparition mystérieuse de son prédécesseur, parti explorer les limites de l'océan Atlantique. Musa hérite d'un empire immense, traversé de routes commerciales, peuplé de dizaines de peuples aux langues et traditions diverses. Dès le début, il comprend que le pouvoir ne se maintient pas par la force brute, mais par la capacité à fédérer, à créer un récit commun. Il fait de Tombouctou un centre intellectuel, attire les savants, fait copier des manuscrits, construit des mosquées. Son règne marque l'apogée du Mali, mais aussi la consolidation d'une mémoire collective. Celle d'un âge d'or africain, trop souvent occulté dans les manuels d'histoire occidentaux. Pour illustrer cela, on peut comparer la floraison culturelle du Mali à celle de la Renaissance italienne ou de l'âge d'or andalou. À Tombouctou, les manuscrits abordèrent des sujets aussi variés que les mathématiques, la médecine, l'astronomie ou la philosophie. Des savants tels qu'Ahmed Baba y enseignaient, dialoguant avec leurs homologues du Caire ou de Bagdad. C'est dans ce contexte que naît la tradition des chants codés, véritable bibliothèque orale, destinée à préserver les secrets les plus précieux de l'Empire. Le secret n'est pas confié à une seule famille, mais dispersé volontairement. 14 familles, chacune détentrice d'un fragment du code, veillent sur l'héritage. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète la sagesse collective, la méfiance envers la concentration du pouvoir. C'est une leçon de résilience, comparable à la tradition juive du Talmud, transmise de génération en génération, ou aux sociétés initiatiques africaines, où chaque membre ne connaît qu'une partie du rituel global, assurant ainsi la survie de l'ensemble face aux persécutions. Durant la colonisation, les griots furent moqués, marginalisés, parfois persécutés. Pourtant, ils continuèrent à transmettre en secret les chants, utilisant des ruses linguistiques, des doubles sens, des métaphores. Un exemple, dans certains chants, les chiffres sont remplacés par des noms d'animaux ou des références à des événements historiques. Seul un initié peut comprendre que « le lion rugit 3 fois » signifie en réalité « triple » ou que « le fleuve déborde à la pleine lune » indique une date précise dans le calendrier lunaire. C'est lors d'une cérémonie de mariage, à la lisière sablonneuse de Tombouctou, que le destin bascule. Sous les lampes à huile, un vieux griot entonne le chant du Mandé. Sa voix grave fait vibrer les murs d'argile. Mais ce soir-là, la fête n'est qu'un écran. Derrière les louanges, on entend une énigme, des chiffres murmurés, 42 rivières, 7 sables, 3 lunes, des coordonnées glissées sous couvert de tradition. Les ancêtres veillent, le secret ne se transmet qu'à ceux qui savent écouter. Ibrahim Traoré, alors capitaine, comprend qu'il n'est pas face à un simple récit. Il reconnaît un schéma caché, une logique mathématique. Formé à l'ingénierie militaire, il sait que derrière chaque motif, chaque répétition, peut se dissimuler un code. Il interroge le griot, qui le teste. Il doit réciter l'histoire de l'Empire, montrer qu'il connaît les liens de parenté, comprendre la portée du chant. Ce n'est qu'après avoir prouvé sa loyauté qu'il reçoit le premier fragment. Mais ce n'est là que le début. Pour reconstituer le puzzle, il faut retrouver les 13 autres chants, détenus par autant de familles réparties dans tout le Sahel.
Chaque famille a ses propres critères, ses propres rites d'initiation. Certaines exigent des preuves de courage, d'autres la maîtrise d'un instrument, d'autres encore la résolution d'une énigme. C'est une quête initiatique, comparable à celle des chevaliers à la recherche du Graal en Europe médiévale, ou à la collecte des sutras dans le bouddhisme. Prenons l'exemple de la famille Traoré du Burkina Faso, réputée pour son chant du vent de l'Harmattan. Ce chant décrit une tempête de sable, mais chaque vers cache un chiffre. Les noms des villages traversés par le vent correspondent à des points sur une carte ancienne. Seuls les initiés savent reconstituer l'itinéraire réel. D'autres familles, comme les Diabatés du Sénégal, intègrent dans leur chant des références à des plantes médicinales dont la rareté ou la couleur indique une clé chiffrée. Encore une fois, la transmission ne se fait jamais à la légère. Il faut prouver sa dignité, sa capacité à servir l'intérêt général plutôt que l'enrichissement personnel. Au fil des rencontres, Ibrahim Traoré découvre une vérité troublante. La mémoire des griots, loin d'être folklorique, surpasse en précision bien des archives européennes. Tandis que les documents coloniaux sont souvent incomplets, biaisés ou détruits, les chants ont traversé les âges, adaptés à chaque époque, mais sans jamais perdre l'essence du message. Les indices convergent tous vers un même lieu, les montagnes de l'Adrar des Ifoghas, au nord du Mali. Région mythique, réputée inaccessible, refuge des Touaregs et théâtre de nombreuses légendes. Certains manuscrits, découverts à Tombouctou, évoquent déjà ces montagnes comme la couronne du désert, là où le soleil ne perce jamais le secret des anciens. Mais la quête ne se fait pas sans danger. À chaque étape, l'équipe de Traoré doit franchir des frontières héritées de la colonisation, qui séparent désormais des peuples autrefois unis. Il faut composer avec la méfiance, les rivalités, les tentatives de récupération politique. Des diplomates occidentaux, informés par des espions ou des fuites, cherchent eux aussi à acheter le secret. Ils proposent des fortunes, des visas, parfois même la protection de puissants réseaux. Mais les griots, fidèles à leur serment, refusent. Le trésor n'appartient à personne, il est la promesse d'un avenir commun. La tension monte alors que les 14 fragments sont presque réunis. Certains membres de l'expédition doutent. Faut-il révéler le code? Ne risque-t-on pas d'attirer sur le continent une nouvelle vague de convoitises? Les débats sont vifs, parfois violents. Chacun se souvient de l'histoire du Congo au XIXe siècle, où la découverte du caoutchouc et du cuivre a provoqué une ruée meurtrière, dévastant population et écosystèmes. Ou encore de la guerre du Biafra, déclenchée par l'exploitation pétrolière, qui a coûté des millions de vies. Finalement, la dernière chanson révèle la clé. Une suite de coordonnées qui, une fois décodées, désigne précisément une grotte secrète dans l'Adrar des Ifoghas. Mais au moment d'atteindre le lieu, un obstacle surgit. La confiance entre les membres du groupe vacille. Un traître, attiré par la promesse d'une fortune personnelle, tente de vendre le secret à une puissance étrangère. La survie du groupe, et celle du trésor, ne tient plus qu'à un fil. C'est alors que la sagesse des anciens s'impose. Les griots rappellent une règle fondamentale. Le vrai pouvoir n'appartient qu'à ceux qui savent partager. Inspiré par cette maxime, Ibrahim Traoré propose un pacte. Quoi qu'il advienne, le trésor ne sera révélé qu'avec l'accord unanime des 14 familles, et au bénéfice de tout le continent. L'expédition découvre alors ce que l'histoire croyait perdu à jamais. Une salle souterraine creusée dans la roche, abritant des montagnes d'or pur. Des lingots, des bijoux, des artefacts d'une finesse inouïe, témoignant de l'excellence des artisans de l'Empire du Mali. Mais aussi, et surtout, des manuscrits anciens, traitant d'astronomie, de médecine, de philosophie, d'architecture. Certains textes, rédigés en arabe, en songhai, en peul, révèlent des connaissances oubliées, défiant la chronologie officielle de la science mondiale. C'est un choc. L'Afrique, loin d'avoir été un simple réceptacle de la colonisation, a joué un rôle central dans l'histoire de l'humanité, bien avant la Renaissance européenne. Un exemple frappant. Des traités sur la navigation céleste, expliquant comment lire les étoiles du désert, antérieurs de plusieurs siècles aux premiers atlas portugais. Ou encore des recettes de médecine à base de plantes locales, dont certaines s'avèrent efficaces contre des maladies encore redoutées aujourd'hui.
Mais une autre découverte bouleverse le groupe. Des archives secrètes, consignées par les administrateurs coloniaux français au XXe siècle, prouvent que la France a extrait pas moins de 5000 tonnes d'or du sous-sol malien en à peine quelques décennies. Ce pillage, soigneusement orchestré, a servi à financer les guerres, à renflouer les caisses des banques européennes, à asseoir l'hégémonie financière de l'Occident. La nouvelle, relayée par les réseaux sociaux et les médias du monde entier, provoque un séisme. À Paris, Rome, Pékin, Moscou et Washington, les dirigeants s'inquiètent. Les marchés financiers s'affolent. Le cours de l'or atteint des niveaux jamais vus. Le dollar vacille. Les analystes s'interrogent, l'Afrique va-t-elle réclamer des réparations? Va-t-elle nationaliser ses ressources? Va-t-elle imposer de nouvelles règles du jeu mondial? Dans l'histoire économique contemporaine, on peut comparer ce bouleversement à la crise du pétrole en 1973, lorsque les pays de l'OPEP ont soudain imposé leur puissance, ou encore à la montée en puissance de la Chine dans les années 2000. Mais ici, le rapport de force est encore plus radical. Il ne s'agit pas seulement d'énergie ou de production manufacturière, mais d'un levier universel, l'or, qui est la matrice de toutes les monnaies. Soudain, l'Afrique détient le pouvoir de réécrire les règles. Elle peut effacer ses dettes, investir dans ses propres priorités, imposer sa voix dans les grandes institutions internationales. Des scénarios se dessinent. Création d'une monnaie africaine adossée à l'or, plan Marshall panafricain pour l'éducation et la santé, fonds souverain pour la transition écologique. Mais chaque décision comporte un risque. La moindre erreur, un partage mal négocié, et la manne pourrait se transformer en poison, attisant la corruption, la jalousie, la guerre civile. Face à cette situation inédite, Ibrahim Traoré propose une feuille de route concrète, inspirée par les meilleures pratiques mondiales. D'abord, un audit indépendant, composé d'experts africains et internationaux, chargé de quantifier le trésor et d'assurer sa traçabilité. Ensuite, la création d'un fonds d'investissement panafricain, où chaque État membre a voix au chapitre et où la transparence est garantie par la blockchain. Enfin, un engagement solennel, aucun franc, aucun lingot ne sera utilisé pour acheter des armes ou financer des réseaux mafieux. L'objectif ? Transformer l'or en écoles, hôpitaux, routes et non en divisions. Des exemples historiques montrent que cela est possible. En Norvège, le fonds souverain pétrolier, géré avec rigueur et transparence, a permis d'enrichir la société tout entière, sans sombrer dans la corruption. Au Botswana, l'exploitation des diamants a financé l'éducation et la santé, assurant au pays une stabilité rare en Afrique. À l'inverse, au Nigeria, la malédiction du pétrole a entraîné instabilité et violence. C'est donc une question de choix, de gouvernance, de maturité collective. L'impact ne se limite pas à l'économie. Une renaissance culturelle s'amorce. Les universités africaines, financées par le Trésor, attirent des chercheurs du monde entier. Les cinéastes, musiciens, écrivains puisent dans la mémoire retrouvée pour créer des œuvres qui rayonnent à Cannes, à Venise, à Hollywood. Le cinéma africain, trop longtemps cantonné à la marge, rivalise avec les grandes productions mondiales. La mode, inspirée des tissus traditionnels, s'impose sur les podiums de Paris et de New York. Les jeunes, fiers de leur histoire, innovent dans les technologies vertes, les énergies renouvelables, l'agroécologie. Mais la vigilance est de mise. Dans l'ombre, des réseaux mafieux, d'anciennes élites, des multinationales tentent de détourner la manne. Les rivalités ethniques, les fractures religieuses, les souvenirs des guerres passées menacent de ressurgir. Pour éviter le pire, le pacte de Mansa Moussa prévoit des mécanismes de contrôle citoyen. Chaque transaction est publiée en ligne, chaque projet soumis au vote des communautés locales. Les ONG, les journalistes, les lanceurs d'alerte sont invités à surveiller, à dénoncer toute dérive. Des ateliers de formation sont organisés partout sur le continent. Comment lire un budget, comment repérer une fraude, comment proposer un projet collectif. Les jeunes sont invités à participer, à s'approprier le processus. Des forums populaires débattent des priorités. Faut-il investir d'abord dans l'éducation ou dans la santé? Faut-il privilégier les zones rurales ou les mégapoles? Chaque décision est discutée,
arbitré, validé collectivement. Dans les villages les plus reculés, l'effet est immédiat. Des écoles neuves, des dispensaires modernes, des routes asphaltées, des panneaux solaires. Les femmes, longtemps exclues des cercles de décision, prennent la tête de coopératives, gèrent des microcrédits, inventent de nouveaux modèles d'économie solidaire. L'Afrique, pour la première fois depuis des siècles, ne subit plus le monde. Elle l'inspire. Mais le plus grand défi reste l'unité. Car l'histoire l'a montré, la division est la meilleure arme de ceux qui veulent piller le continent. De la conférence de Berlin aux guerres de décolonisation, l'Afrique a payé le prix fort de la désunion. Aujourd'hui, la tentation du repli, du chacun pour soi, menace à nouveau. Il suffit qu'un État veuille accaparer la manne, qu'un chef tente de trahir le pacte, pour que tout s'effondre. C'est pourquoi, à chaque étape, une question est posée. Comment partager ce trésor sans briser la solidarité? Comment éviter la ruée vers l'or, la concurrence mortifère, l'émergence de nouveaux dictateurs? Des conseils panafricains sont créés, où chaque peuple, chaque région, chaque génération a sa place. Les anciens, garants de la mémoire, veillent à l'équilibre. Dans la diaspora, l'émotion est immense. À Paris, Londres, New York, des milliers d'Africains descendent dans la rue pour célébrer la Renaissance. Les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtags, vidéos, débats, tout le monde veut participer, proposer, construire. Des étudiants africains des universités occidentales rentrent au pays, porteurs de savoir, d'idées, d'enthousiasme. C'est une marée humaine, un souffle d'espoir qui balaie les clichés, les préjugés, la résignation. Mais dans l'ombre, la menace grandit. Des puissances étrangères, inquiètes de perdre leur influence, multiplient les pressions. Chantage économique, déstabilisation politique, subversion médiatique. Les vieilles recettes du néocolonialisme sont de retour. Tentative de division, manipulation des conflits locaux, création de mouvements factices pour décrédibiliser le projet panafricain. Face à ces défis, la réponse ne peut être que collective. Le pacte de Mansa Moussa prévoit une clause d'autodéfense économique. En cas d'agression extérieure, tout le continent s'engage à boycotter les intérêts des agresseurs, à soutenir les États menacés, à utiliser la puissance de l'or comme arme diplomatique. Des alliances sont nouées avec d'autres régions du monde. Amérique latine, Asie du Sud-Est, pays du Sud global, tous prêts à repenser l'ordre mondial sur la base d'une égalité réelle. Mais le plus grand héritage de Mansa Moussa n'est pas l'or. Ce n'est pas non plus la puissance financière ou la revanche sur l'histoire. C'est la mémoire partagée, l'exemple d'une société capable de traverser les pires épreuves sans jamais perdre sa dignité. C'est la leçon des griots, qui ont su préserver le secret non par la force, mais par la confiance, la fidélité, le sens du bien commun. À ce stade de l'histoire, une question fondamentale s'impose à chaque Africain, à chaque citoyen du monde. Que ferions-nous si les clés du passé pouvaient vraiment ouvrir les portes de notre avenir? Aurions-nous le courage d'assumer ensemble ce legs, de dépasser nos peurs, nos égoïsmes, nos vieux réflexes de division? Serions-nous capables de transformer un trésor matériel en un projet de société, en une utopie concrète, en une promesse de justice? L'histoire de Mansa Moussa est un miroir tendu à notre époque. Elle rappelle que la richesse véritable n'est pas dans les lingots, mais dans la capacité à transmettre, à partager, à protéger la mémoire. Que la vraie puissance n'est pas dans la domination, mais dans l'unité. Que le plus grand risque n'est pas de perdre un trésor, mais de manquer l'occasion de transformer la société, d'écrire une nouvelle page pour l'Afrique et pour le monde. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir où le trésor est caché, mais comment nous déciderons de le révéler, pour le bien de tous ou au service de quelques-uns. Chacun a un rôle à jouer. Écouter, transmettre, veiller, s'engager, refuser que la mémoire soit à nouveau confisquée ou ensevelie par l'oubli. Des initiatives concrètes peuvent naître. Ateliers de transmission orale, archives numériques, programmes éducatifs, plateformes de veille citoyenne. La responsabilité incombe à chacun d'entre nous, car l'avenir n'est jamais écrit d'avance.
Il dépend de notre capacité à transformer la mémoire du passé en promesse vivante d'un avenir partagé. À l'image des peuples qui, jadis, ont su préserver le code de Mansa Musa, il nous revient de bâtir ensemble le monde que nous voulons léguer à nos enfants. Et si, au fond, le vrai trésor, c'était cela, la force d'une mémoire, le souffle d'une unité, l'audace de la confiance. La légende de Mansa Musa ne nous invite-t-elle pas, aujourd'hui plus que jamais, à relever le défi de la Renaissance, à transformer l'or en lumière et la